un corps figé dans la glace depuis 20 ans. Une caméra retrouvée intacte. Et sur la cassette, une vérité qui va bouleverser toute une région. En 2001, Julien Vasseur disparaît dans les Alpes. On parle d'avalanche, on classe l'affaire. Mais en 2021, la montagne rend ce qu'elle cachait. Et ce que les enquêteurs découvrent dans les dernières images filmées par Julien va tout changer. Pas d'avalanche, pas d'accident, juste une rencontre qu'il n'aurait jamais dû voir. Des hommes en costume, un chalet isolé, des visages reconnaissables, et puis plus rien. Le silence, le froid, la mort. Pendant 2 décennies, tout le monde a cru à une tragédie de la montagne. Mais la vérité, elle, attendait patiemment sous plusieurs mètres de glace. Aujourd'hui, cette cassette vidéo accuse. Elle nomme, elle dérange. Et elle force enfin à rouvrir un dossier que beaucoup auraient préféré laisser fermer pour toujours. Parce que Julien Vasseur n'est pas mort par hasard. Il a été supprimé. Et ceux qui l'ont fait croyaient que la montagne garderait leur secret éternellement. Ils avaient tort. Voici l'histoire de Julien Vasseur, l'étudiant qui a filmé sa propre mort sans le savoir, et celle d'une région entière qui va devoir affronter ses fantômes. Restez avec nous. Vous n'allez pas en revenir. Avant de continuer, dites-nous en commentaire de quelle ville et de quel pays vous nous écoutez en ce moment. Ça nous aide énormément à mieux comprendre notre communauté. Et si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous. On est bientôt à 5000 abonnés et chaque clic compte vraiment pour nous. Merci de votre soutien. Maintenant, reprenons. Grenoble, janvier 2001. Julien Vasseur a 23 ans. C'est un étudiant brillant en géologie à l'université. Passionné par la montagne depuis l'enfance, il connaît les Alpes comme sa poche. Chaque week-end, il part randonner, grimper, explorer. Seul, le plus souvent. Il aime cette liberté, ce silence, cette connexion directe avec la nature. Julien rêve de devenir chercheur, de travailler sur les glaciers, d'étudier leur évolution face au changement climatique. Il documente tout. Il prend des notes. Il filme. Son caméscope ne le quitte jamais. Pour lui, chaque sortie est une occasion d'apprendre, d'enregistrer, de comprendre. Ce 12 janvier, il informe ses colocataires qu'il part 3 jours dans le massif de Belledonne, près du col du Glandon. Rien d'extraordinaire. Une sortie qu'il a déjà faite plusieurs fois. Il emporte son matériel habituel, sac à dos, tente, réchaud, caméra. Il prévoit de filmer la progression d'un glacier qu'il suit depuis des mois, dans le cadre de son mémoire. Il part tôt le matin, souriant, confiant. Personne ne se doute que c'est la dernière fois qu'on le verra vivant. 3 jours passent. Julien ne rentre pas. Ses amis s'inquiètent. Ils appellent les secours. Une équipe de recherche est déployée. On fouille la zone. On interroge les refuges. Rien. Aucune trace. Puis, au bout d'une semaine, on retrouve sa voiture sur un parking isolé en contrebas du col. À l'intérieur, son portefeuille, ses clés. Mais aucun signe de lui. Les conditions météo cette semaine-là étaient difficiles. Neige, vent, visibilité réduite. Les secouristes parlent rapidement d'une avalanche. Un accident classique en montagne. Tragique, mais pas rare. Sans corps, sans preuve formelle, l'enquête est classée au bout de quelques mois. Julien Vasseur est officiellement déclaré victime d'un accident de montagne. Sa famille pleure, ses amis aussi, et la vie continue. Sauf que tout ça, c'était un mensonge. Été 2021, 20 ans après la disparition de Julien Vasseur. Le monde a changé, le climat aussi. Les Alpes ne ressemblent plus à ce qu'elles étaient. Les glaciers reculent, la neige éternelle fond. Les sommets perdent leur manteau blanc, année après année. Ce qui était gelé depuis des décennies réapparaît lentement. Et avec la glace, ce sont aussi les secrets du passé qui refont surface. Des objets oubliés, des traces anciennes, et parfois des corps. Ce matin de juillet, 2 alpinistes expérimentés, Marc et Sophie Durand, explorent une zone normalement inaccessible du massif de Belledonne. Avec la fonte accélérée, de nouveaux passages se dégagent. Ils progressent prudemment sur un terrain instable. Le soleil tape fort, la glace brille sous leurs pieds. Ils avancent lentement, méthodiquement. Et soudain, Sophie s'arrête net. Elle voit quelque chose dépasser de la glace, une forme sombre, rectangulaire. Elle appelle Marc. Ils s'approchent avec précaution. C'est un sac à dos, vieux, abîmé par le temps et les intempéries, mais encore reconnaissable. Ils dégagent un peu la neige autour avec leurs mains gantées. Et là, leur sang se glace. Un corps, parfaitement conservé par le froid.
figé dans une posture étrange comme pris en plein mouvement. Le visage est intact, les vêtements aussi. Tout est là, comme si le temps s'était arrêté. Marc sent son cœur s'accélérer. Sophie recule d'un pas. Marc appelle immédiatement les secours sur son téléphone satellite. Il donne les coordonnées GPS précises. Il décrit ce qu'ils ont trouvé. En quelques heures, une équipe de gendarmerie de haute montagne arrive sur place en hélicoptère. Les hommes descendent en rappel. Ils sécurisent la zone. Ils photographient tout sous tous les angles. Le corps est extrait avec une précaution extrême. On le transporte vers la vallée dans une housse spéciale. Tout est filmé. Tout est documenté. C'est une procédure inhabituelle. L'identification ne prend pas longtemps. Les papiers dans le sac sont encore lisibles malgré les années. Julien Vasseur, né en 1978, disparu en janvier 2001, 20 ans sous la glace. Le dossier est ressorti immédiatement des archives. La nouvelle fait rapidement le tour de la région. Les journaux locaux en parlent. Les anciens amis de Julien sont contactés par les enquêteurs, sa famille aussi. L'émotion est immense. Après 2 décennies d'incertitude, ils vont enfin pouvoir faire leur deuil. Enfin savoir. Mais pour les enquêteurs, quelque chose cloche dès le début. Le corps de Julien n'est pas dans une zone connue pour les avalanches. Au contraire, il a été retrouvé dans un secteur relativement plat, loin des couloirs dangereux habituels. Ensuite, son équipement est complet. Sac, tente, réchaud, vêtements chauds. Tout est là. Comme s'il n'avait pas eu le temps de réagir face à un danger imminent. Aucun signe de panique, aucun objet éparpillé. Tout est trop organisé pour un accident. Et surtout, il y a cette caméra. Un vieux caméscope numérique encore attaché à sa bandoulière par une sangle solide. Le boîtier est intact, protégé par le froid extrême qui a tout préservé. Les gendarmes le récupèrent immédiatement et l'envoient au laboratoire technique de Lyon dans un conteneur sécurisé. Peut-être qu'il contient des images. Peut-être qu'on saura enfin ce qui s'est passé. Peut-être que Julien a filmé ses derniers instants. C'est une chance inespérée. Pendant ce temps, l'affaire est officiellement rouverte. Le commandant Leroy, qui dirige la brigade criminelle de Grenoble, reprend le dossier depuis le début. C'est un homme méthodique, rigoureux, qui ne laisse rien au hasard. Il relie tous les témoignages de 2001. Il contacte les anciens membres de l'équipe de recherche. Tous disent la même chose. À l'époque, tout pointait vers un accident classique de montagne. Une avalanche, une chute, le froid, rien d'inhabituel. Mais maintenant, avec ce corps retrouvé si loin, les certitudes vacillent. Leroy décide d'attendre les résultats du laboratoire avant de tirer des conclusions hâtives. Il ne veut pas commettre d'erreur. Il sait que cette affaire va attirer l'attention. 2 semaines plus tard, il reçoit un appel du laboratoire de Lyon. Le technicien qui a analysé la caméra a une voix tremblante, hésitante. Il dit simplement « Commandant, il faut que vous veniez voir ça immédiatement. Je ne peux pas en parler au téléphone. C'est urgent. » Leroy comprend que c'est grave, très grave. Il saute dans sa voiture. 1 heure plus tard, il est à Lyon. On le conduit dans une salle sécurisée au sous-sol du bâtiment. Pas de fenêtre, juste un écran et quelques chaises. Le technicien est là, nerveux. Il explique qu'il a réussi à récupérer les données de la cassette malgré les années passées sous la glace. La qualité est bonne, très bonne même. Il a tout transféré sur un disque dur. Il lance la vidéo, et ce que Leroy voit va changer toute l'enquête. Les premières images sont banales. Julien filme le paysage enneigé. Il commente la météo d'une voix enjouée. Il parle de son mémoire de géologie. Il zoome sur un glacier au loin. Il prend des mesures. Il note des observations dans un carnet. Tout semble normal. C'est un jeune homme passionné qui documente son travail de recherche. Rien d'anormal, rien d'inquiétant. Leroy se demande où le technicien veut en venir. Puis, soudain, la caméra pivote brusquement. Julien a entendu quelque chose au loin. Des voix, des moteurs, des bruits inhabituels dans ce silence de montagne. Julien avance prudemment entre les arbres enneigés. La caméra tremble légèrement dans sa main. Il murmure quelque chose d'inaudible. Il filme à travers les branches. Et là, on voit un chalet. Isolé, luxueux. Plusieurs voitures garées devant. Des 4x4 noirs, immatriculés dans le département. Julien chuchote dans le micro. Qu'est-ce qu'ils font là en pleine semaine, en plein hiver? Ils zooment lentement, prudemment. On distingue des hommes en costume sombre.
Ils sortent du chalet en fumant. Ils discutent entre eux, ils semblent détendus. Julien continue de filmer discrètement. Il se cache derrière un arbre et soudain, il murmure un nom, puis un autre. Des noms que le roi reconnaît immédiatement. Des élus locaux, un maire influent, un conseiller régional connu, un entrepreneur du BTP très médiatisé. Tous présents ce jour-là, dans ce chalet perdu en montagne, en plein hiver. Loin de tout, loin des regards. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Julien continue de filmer pendant quelques minutes. Il zoome sur les plaques d'immatriculation. Il filme les visages. Tout est clair. Tout est identifiable. Puis, brusquement, un homme se retourne. Il a vu quelque chose bouger dans les arbres. Il a senti une présence. Il pointe du doigt dans la direction exacte de Julien. D'autres hommes réagissent immédiatement. Ils crient. Ils courent vers la forêt. La caméra bascule violemment. On entend Julien respirer fort. Il dit d'une voix paniquée « Merde, ils m'ont vu !» Puis plus rien. L'image se fige. La vidéo s'arrête brutalement. Le silence dans la salle est total, pesant, insupportable. Le roi reste immobile sur sa chaise. Il fixe l'écran noir. Il vient de comprendre. Julien Vasseur n'est pas mort dans une avalanche. Il n'est pas mort de froid. Il n'est pas mort d'une chute accidentelle. Il a été tué, assassiné, parce qu'il a filmé quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Une réunion secrète, des hommes puissants, un secret qui valait une vie. Le roi demande immédiatement plusieurs copies sécurisées de la cassette. Il veut que tout soit sauvegardé, protégé. Il retourne à Grenoble et convoque une réunion d'urgence avec son équipe restreinte. Seulement les personnes de confiance. Il explique la situation, il montre la vidéo. Les visages autour de la table se figent. Tout le monde sait qui sont ces hommes. Certains sont encore en poste aujourd'hui. D'autres ont fait carrière depuis. Ce ne sont pas des inconnus. Ce sont des figures respectées. Et maintenant, ils sont potentiellement liés à un meurtre. Le roi sait qu'il faut agir vite, mais intelligemment. Ce genre d'affaire peut exploser à tout moment. Il décide de lancer une enquête discrète. Pas de fuite à la presse pour l'instant. Pas de déclaration publique. Juste une investigation méthodique, solide, irréprochable. Pendant ce temps, il ordonne une autopsie complète du corps de Julien. Les médecins légistes travaillent jour et nuit. Et leurs conclusions sont sans appel. Julien n'est pas mort de froid. Il n'est pas mort d'une chute. Il est mort d'un traumatisme crânien violent. Un coup porté à l'arrière de la tête. Un coup qui ne laisse aucun doute. Ce n'était pas un accident. C'était un meurtre. Le roi tient enfin une preuve matérielle, mais il sait aussi qu'il vient d'ouvrir une boîte de Pandore. Parce que si Julien a été tué pour ce qu'il a vu, alors toutes les personnes présentes dans ce chalet ce jour-là sont complices. Ou au minimum témoins. Et ça, c'est un scandale qui pourrait ébranler toute la région, détruire des carrières, salir des réputations. Le roi respire profondément. Il sait que les prochaines semaines vont être difficiles. Le roi commence par identifier précisément tous les hommes présents sur la vidéo. Il agrandit les images. Il les fait analyser par des spécialistes en reconnaissance faciale. Les visages sont clairs, les plaques d'immatriculation aussi. Il établit une liste détaillée, 6 noms. 6 hommes puissants. Le premier, c'est Gérard Monclerc, ancien maire d'une commune proche de Grenoble. En 2001, il était déjà très influent dans la région. Aujourd'hui, il est à la retraite, mais toujours respecté et écouté. Un notable incontournable. Le deuxième, c'est Philippe Darmon, conseiller régional à l'époque, devenu depuis député de la circonscription. Il siège toujours à l'Assemblée nationale. Le troisième, Jean-Luc Ferrand, un entrepreneur du BTP connu pour ses liens étroits avec les élus locaux et ses nombreux chantiers publics. Les 3 autres sont des hommes d'affaires et des adjoints administratifs de l'époque. Tous ont un point commun évident. Ils étaient au sommet de leur pouvoir en 2001. Et tous avaient un intérêt clair à se réunir discrètement, loin des regards indiscrets. Le roi creuse dans les archives. Il épluche les dossiers administratifs de l'époque. Il consulte les registres publics. Il demande l'aide d'un analyste financier spécialisé dans la corruption. Et il découvre quelque chose d'intéressant. En 2001, plusieurs projets immobiliers majeurs étaient en cours dans la région grenobloise. Des permis de construire controversés. Des zones naturelles protégées menacées par des promoteurs. Des associations écologistes qui protestaient violemment. Et au centre de tout ça, les mêmes noms qui reviennent sans cesse dans les documents officiels. Monclerc, Darmon, Ferrand, toujours les mêmes.
Le roi commence à comprendre le tableau d'ensemble. Ce chalet n'était pas un lieu de vacances, c'était un lieu de négociation clandestine, un endroit où on scellait des accords secrets, loin des caméras, loin des journalistes, loin des citoyens. Des accords qui valaient des millions d'euros, des contrats publics détournés, des enveloppes échangées. Et Julien est tombé dessus par pur hasard. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ça lui a coûté la vie. Le roi décide d'interroger discrètement les témoins de l'époque. Il commence par les secouristes, qui ont participé aux recherches en janvier 2001. La plupart se souviennent bien de l'affaire Vasseur. Tous confirment que l'hypothèse de l'avalanche avait été retenue très vite. Trop vite d'ailleurs, certains le disent ouvertement. L'un d'eux, un ancien chef d'équipe aujourd'hui retraité, confie quelque chose de troublant. Il se souvient que la gendarmerie avait reçu un coup de fil anonyme quelques jours après la disparition de Julien. Un mystérieux appel. Un homme affirmait avoir vu le jeune étudiant dans une zone précise, loin de celle où les recherches étaient à concentrer. Mais cet appel n'avait jamais été pris au sérieux par les autorités. On l'avait classé sans suite, rangé dans un coin, oublié. Le roi y retrouve la trace de cet appel dans les vieilles archives papier. Le numéro était masqué. Impossible de remonter à la source aujourd'hui. Mais le témoignage était précis. Trop précis pour être ignoré. Quelqu'un savait où était Julien. Quelqu'un voulait orienter les recherches ailleurs. Le roi creuse encore. Il découvre qu'à l'époque, le commandant en charge de l'enquête était un certain Olivier Bressan, aujourd'hui décédé d'un cancer en 2015. Mais le roi retrouve son ancien adjoint, un lieutenant désormais à la retraite qui vit dans un petit village de montagne. Ils se rencontrent dans un café discret. Le vieil homme hésite longuement. Puis il parle. Il raconte que Bressan avait effectivement reçu des pressions pour classer l'affaire rapidement. Des pressions venues d'en haut, très haut, de la préfecture probablement. On lui avait dit que l'affaire coûtait cher aux contribuables, que les recherches n'avançaient pas, qu'il fallait tourner la page pour ne pas bloquer les moyens. Bressan avait obéi sans poser trop de questions. C'était un homme discipliné, un soldat. Il faisait ce qu'on lui demandait. Le lieutenant ajoute un dernier détail absolument glaçant. Quelques semaines après la clôture de l'enquête, Bressan avait reçu une promotion inattendue, une mutation dans un poste prestigieux à Paris. Une récompense pour service rendu, avait-on dit officiellement à l'époque dans les couloirs. Le roi comprend maintenant. L'affaire Julien Vasseur a été étouffée dès le départ, pas par incompétence, pas par manque de moyens, par corruption pure et simple. Quelqu'un, quelque part très haut dans la hiérarchie, avait tout orchestré pour que le corps ne soit jamais retrouvé, pour que la vérité reste enfouie sous la glace éternellement. Et ça avait presque marché. Pendant 20 ans, personne n'avait rien su. Personne n'avait rien soupçonné. Le crime parfait. Sauf que la nature en a décidé autrement. Le réchauffement climatique a tout changé. Le roi sait maintenant qu'il ne peut plus reculer. Il convoque une nouvelle réunion avec son équipe restreinte. Il leur expose méthodiquement tout ce qu'il a découvert. Les visages sur la vidéo, les noms des suspects, les pressions de 2001, les mensonges accumulés. Tout le monde autour de la table comprend l'ampleur de l'affaire. Ce n'est plus une simple enquête pour meurtre ancien. C'est un scandale politique majeur. Et ça va faire du bruit. Beaucoup de bruit. La presse va se déchaîner. Les réseaux sociaux vont exploser. Le roi prend une décision audacieuse. Il va interroger les 6 hommes identifiés sur la vidéo, un par un, sans leur laisser le temps de se concerter entre eux. Il veut les prendre par surprise, les forcer à parler, à se contredire, à craquer sous la pression. La première audition est programmée pour le lendemain matin à 9 h. Gérard Monclerc, l'ancien maire, est convoqué officiellement à la gendarmerie de Grenoble. Il arrive à l'heure précise, accompagné de son avocat personnel. Calme, souriant, confiant. Il pense probablement que c'est une formalité administrative. Le roi le fait entrer dans la salle d'interrogatoire. Il le laisse s'installer confortablement. Il offre un café, il échange quelques banalités, puis, sans prévenir, il lance la vidéo sur l'écran mural. Et le sourire de Monclerc disparaît instantanément. Son visage se décompose. Il devient blanc comme un linge. Ses mains tremblent légèrement. Il reconnaît immédiatement les images. Il se reconnaît lui-même. Il reconnaît le chalet. Il reconnaît les autres hommes présents. Son avocat se penche vers lui et lui murmure quelque chose à l'oreille. Monclerc nie tout dans un premier temps. Il affirme ne pas se souvenir précisément de cette réunion lointaine,
Il prétend qu'il s'agissait d'une simple rencontre informelle entre amis et collègues. Rien d'illégal, rien de grave, rien de répréhensible, juste des hommes qui se retrouvent pour discuter. Leroy insiste calmement. Il lui montre les images de Julien qui s'enfuit paniqué. Il lui parle du corps retrouvé dans la glace, du traumatisme crânien, du meurtre avéré. Moncler pâlit encore plus. Il bégaye. Il transpire. Son avocat intervient fermement. Il demande une suspension immédiate de l'audition. Leroy refuse poliment mais fermement. Il continue de presser Moncler. Il lui demande ce qui se passait exactement dans ce chalet ce jour-là. Qui a vu Julien en premier? Qui a donné l'ordre de le poursuivre? Qui l'a frappé? Qui a caché le corps? Moncler se mure dans le silence. Il ne répond plus. Il regarde le sol. Son avocat répète qu'il ne dira rien sans garantie. Leroy laisse planer un silence pesant. Puis il lâche une bombe. Nous avons l'autopsie. Nous avons la vidéo. Nous avons les preuves. Moncler craque partiellement. Il finit par admettre qu'il était bien présent ce jour-là dans le chalet, mais il jure qu'il n'a rien fait, qu'il n'a rien vu, qu'il était à l'intérieur quand c'est arrivé, qu'il a appris l'incident après coup. Leroy ne le croit pas une seconde. Il lui demande qui a tué Julien. Moncler secoue la tête. Il dit qu'il ne sait pas, qu'il ne veut pas savoir, qu'il veut juste oublier. Son avocat met fin à l'audition. Il quitte la pièce. Leroy reste seul. Il sait qu'il tient quelque chose. Le lendemain, c'est au tour de Philippe Darmon, le député. Il arrive accompagné de 2 avocats cette fois. Il est beaucoup plus agressif que Moncler. Il menace. Il parle de diffamation, de harcèlement, de pression politique. Leroy reste imperturbable. Il lance la vidéo. Darmon la regarde en silence. Puis il affirme que tout cela est monté de toutes pièces, que la vidéo est un faux, que Julien n'a jamais filmé quoi que ce soit, que c'est un complot contre lui. Leroy sourit. Il sort le rapport d'expertise technique qui authentifie la cassette. Darmon change de stratégie. Il admet finalement sa présence ce jour-là. Mais il prétend que la réunion concernait des sujets parfaitement légaux, des discussions sur l'aménagement du territoire, des projets publics, rien de secret, rien de répréhensible. Leroy lui demande pourquoi se réunir dans un chalet isolé en plein hiver. Alors, Darmon bafouille. Il dit qu'il voulait de la tranquillité. Leroy lui demande directement « Qui a tué Julien Vasseur ?» Darmon se lève brusquement. Il refuse de répondre. Il quitte la salle avec ses avocats. Mais Leroy a vu la peur dans ses yeux. Il sait qu'il est sur la bonne piste. Les auditions se succèdent. Jean-Luc Ferrand, l'entrepreneur du BTP, est convoqué à son tour. Il arrive décontracté, presque arrogant. Il pense que son argent et ses relations vont le protéger. Leroy le détrompe rapidement. Il lui montre la vidéo. Ferrand regarde attentivement. Puis il hausse les épaules. Il dit qu'il ne se souvient de rien, que c'était il y a 20 ans, que sa mémoire n'est plus ce qu'elle était. Leroy insiste. Il lui rappelle que le meurtre n'a pas de prescription, que des preuves solides existent. Ferrand change de ton immédiatement. Il finit par admettre qu'il était présent ce jour-là dans le chalet, mais il affirme qu'il ignorait totalement ce qui se passait à l'extérieur, qu'il était occupé à discuter contrat à l'intérieur, qu'il n'a rien vu, rien entendu. Leroy ne le croit pas. Il lui demande qui était à les gardes du corps présents sur place. Ferrand hésite. Il dit qu'il ne sait plus, que c'était peut-être des employés de l'un des participants. Leroy sent qu'il ment. Il augmente la pression. Il menace de perquisitionner ses bureaux, ses archives, ses comptes bancaires. Ferrand pâlit. Il finit par lâcher un nom, celui d'un certain Bruno Lacaze, un ancien militaire reconverti dans la sécurité privée. C'était lui qui assurait la sécurité de la réunion ce jour-là. Leroy note soigneusement le nom. Il va falloir retrouver cet homme. C'est peut-être lui qui a tué Julien, ou qui sait qui l'a fait. Ferrand quitte la gendarmerie soulagé d'avoir balancé quelqu'un d'autre. Mais Leroy sait qu'il reviendra bientôt, parce qu'il a menti sur plusieurs points. Et les mensonges finissent toujours par se retourner contre ceux qui les profèrent. Leroy lance immédiatement des recherches sur Bruno Lacaze. L'homme a 58 ans aujourd'hui. Il vit dans le sud de la France. Il a quitté la région grenobloise en 2002, juste un an après la disparition de Julien. Coïncidence troublante. Lacaze a monté sa propre entreprise de sécurité à Marseille. Il travaille pour des clients fortunés, des hommes d'affaires, des personnalités. Leroy envoie une équipe l'interpeller discrètement. 2 jours plus tard, Lacaze est ramené à Grenoble pour être entendu.
Il arrive menotté. L'ambiance est différente cette fois, plus tendue, plus lourde. Lacaze est un homme imposant, musclé, le crâne rasé, des tatouages sur les bras. Il s'assoit sans dire un mot. Le roi lui explique pourquoi il est là. Il lui montre la vidéo. Lacaze la regarde sans ciller, puis il croise les bras. Il dit qu'il ne parlera qu'en présence de son avocat. Le roi accepte. Ils attendent 2 heures. L'avocat arrive enfin, un commis d'office. Lacaze lui parle rapidement à voix basse. Puis il se tourne vers le roi, et il commence à parler, calmement, froidement, sans émotion apparente dans la voix. Il confirme qu'il était bien présent ce jour-là, qu'il assurait effectivement la sécurité de la réunion, qu'il avait été payé grassement pour ça par Ferrand. Sa mission était simple, surveiller les abords du chalet, s'assurer que personne n'approche, garantir la confidentialité totale. Lacaze explique qu'il faisait des rondes régulières dans la forêt autour du chalet, et qu'à un moment, il a vu quelqu'un, un jeune homme avec une caméra, caché derrière des arbres, en train de filmer. Lacaze a immédiatement alerté ses commanditaires. Ils ont paniqué. Ils lui ont ordonné de régler le problème. Le roi demande ce qu'il entend par régler le problème. Lacaze hésite. Son avocat lui conseille de se taire. Mais Lacaze semble fatigué de porter ce secret depuis 20 ans. Il raconte qu'il a couru après Julien dans la forêt, que le jeune homme était rapide, qu'il connaissait bien le terrain, qu'il a réussi à le distancer un moment. Mais Lacaze était entraîné. Il a fini par le rattraper près d'un ravin. Julien suppliait. Il disait qu'il n'avait rien vu, qu'il allait tout effacer, qu'il ne dirait rien à personne. Mais Lacaze avait ses ordres. Le roi sent son sang se glacer. Il demande directement « Vous l'avez tué ?» Lacaze baisse les yeux. Il hoche la tête lentement. Il dit qu'il l'a frappé à l'arrière du crâne avec une pierre, que Julien s'est effondré immédiatement, qu'il est mort sur le coup probablement. Lacaze explique qu'ensuite il a traîné le corps plus loin dans la montagne, qu'il l'a caché sous de la neige dans une crevasse, qu'il pensait que personne ne le retrouverait jamais. Et pendant 20 ans, il avait raison, jusqu'à ce que la glace fonde, jusqu'à ce que la nature rende son secret. Le roi demande qui exactement a donné l'ordre de tuer. Lacaze hésite longuement. Son avocat lui dit qu'il peut négocier une réduction de peine s'il coopère pleinement. Lacaze réfléchit. Puis il lâche un nom. Darmon. Philippe Darmon. C'est lui qui a paniqué en voyant Julien. C'est lui qui a crié qu'il fallait l'empêcher de parler. C'est lui qui a dit à Lacaze de faire ce qu'il fallait. Les autres ont acquiescé silencieusement. Personne n'a protesté. Personne n'a essayé d'arrêter quoi que ce soit. Ils étaient tous complices, tous responsables, tous coupables. Le roi enregistre soigneusement toute la déposition. Il fait signer Lacaze. Il le place immédiatement en garde à vue prolongée. Puis il convoque à nouveau Philippe Darmon. Cette fois, le député arrive entouré de 3 avocats. Il est nerveux. Il sait que quelque chose a changé. Le roi lui balance directement les aveux de Lacaze. Darmon devient livide. Il nie tout en bloc. Il dit que Lacaze ment pour sauver sa peau, qu'il n'a jamais donné d'ordre, qu'il n'était même pas au courant de ce qui se passait. Mais le roi ne lâche rien. Il lui rappelle qu'il est visible sur la vidéo en train de crier et de pointer vers Julien, que ses gestes sont clairs, que ses intentions sont évidentes. Darmon tente de se défendre. Il dit qu'il voulait juste discuter avec Julien, le convaincre de ne rien dire, pas le tuer, jamais. Le roi lui demande alors pourquoi il n'a rien fait pour empêcher Lacaze, pourquoi il n'a pas appelé la police après, pourquoi il a participé à l'étouffement de l'enquête. Darmon ne répond pas. Il reste muet. Son avocat principal demande une suspension. Le roi refuse catégoriquement cette fois. Il sort une dernière carte. Il révèle à Darmon que Montclerc et Ferrand ont déjà commencé à parler, que chacun essaie de sauver sa peau, que le premier qui coopère pleinement aura un traitement plus favorable. Darmon réalise qu'il est piégé, qu'il n'a plus d'échappatoire. Il baisse la tête et il commence à parler. Il confirme que la réunion dans le chalet concernait un énorme projet immobilier illégal, des millions d'euros en jeu, des dessous de table massifs, des permis truqués, des zones protégées sacrifiées. Tout le monde était mouillé, tous les présents touchèrent leur part. Darmon explique que quand Julien est apparu avec sa caméra, c'était la catastrophe absolue. Si ces images sortaient, c'était la prison pour tous, la fin de leur carrière, la ruine totale. Alors oui, il a paniqué. Oui, il a crié. Oui, il a dit qu'il fallait empêcher Julien de parler.
Mais il jure qu'il ne pensait pas que Lacaze allait le tuer, qu'il croyait qu'on allait juste lui faire peur, récupérer la cassette, le menacer, pas l'assassiner. Le roi ne le croit pas une seconde, mais il a ce qu'il voulait, des aveux, des noms, des preuves, tout pour monter un dossier solide. Dans les semaines qui suivent, les 6 hommes sont officiellement mis en examen, Lacaze pour meurtre, les 5 autres pour complicité d'assassinat et corruption. L'affaire explose dans la presse nationale. Les titres sont énormes. Un étudiant tué pour avoir filmé des élus corrompus. 20 ans sous la glace, la vérité éclate enfin. Scandale politique, un député impliqué dans un meurtre. L'opinion publique est choquée, révoltée. Les réseaux sociaux s'enflamment. Des manifestations sont organisées à Grenoble. Les gens réclament justice pour Julien, justice pour sa famille, justice pour toutes les victimes de la corruption. Le procès est programmé pour l'année suivante. Mais déjà, les conséquences sont massives. Darmon démissionne de son mandat de député sous la pression. Monclerc est exclu de son parti politique. Ferrand voit tous ses contrats publics annulés. Les autres perdent leur poste et leur réputation. Toute la région est secouée. On découvre l'ampleur du système corrompu qui régnait depuis des décennies. Des enquêtes parallèles sont ouvertes sur d'autres dossiers suspects. D'autres noms tombent. C'est un château de cartes qui s'effondre. Tout ça à cause d'une cassette retrouvée dans la glace et grâce au courage involontaire de Julien. La famille de Julien Vasseur assiste à tout ça avec des sentiments mélangés. D'un côté, ils ont enfin la vérité. Ils savent ce qui est arrivé à leur fils. Ils peuvent faire leur deuil dignement. De l'autre, la douleur est immense. Savoir qu'il a été assassiné froidement, qu'il aurait pu être sauvé, que tout a été étouffé pendant 20 ans. C'est insupportable, mais ils trouvent aussi du réconfort dans le fait que justice sera rendue, que les coupables vont payer, que l'histoire de Julien ne sera pas oubliée, qu'il est devenu malgré lui un symbole de la lutte contre la corruption. Le roi de son côté est satisfait du travail accompli, mais il reste prudent. Il sait que ce genre d'affaires attire des pressions, des menaces, des tentatives d'intimidation. Il renforce la sécurité autour de son équipe. Il surveille attentivement tous les développements. Il veut s'assurer que rien ne vienne compromettre le procès, que justice soit vraiment rendue. Pour Julien, pour sa famille, pour toutes les victimes de ceux qui croient que le pouvoir et l'argent les placent au-dessus des lois. Cette affaire prouve que non, que tôt ou tard, la vérité finit toujours par éclater. Même après 20 ans sous la glace, les mois qui suivent les mises en examen sont intenses. L'affaire Vasseur monopolise l'attention médiatique. Chaque nouveau développement fait la une des journaux. Des journalistes d'investigation creusent encore plus profond. Ils découvrent d'autres magouilles impliquant les mêmes hommes, d'autres projets douteux, d'autres victimes potentielles. Le scandale prend une ampleur nationale. Des questions sont posées au gouvernement. Des commissions d'enquête parlementaires sont créées. Tout le système politique local est passé au crible. Et ce qu'on découvre est encore pire que prévu. Les avocats des accusés tentent toutes les manœuvres possibles pour retarder le procès. Ils demandent des expertises complémentaires. Ils contestent la validité de la vidéo. Ils arguent que les aveux de Lacaze ont été obtenus sous pression. Ils invoquent des vices de procédure inexistants. Mais le roi a fait son travail impeccablement. Chaque pièce du dossier est solide. Chaque preuve est irréfutable. Les juges d'instruction rejettent systématiquement toutes les demandes dilatoires. Le procès aura bien lieu. Justice sera rendue. C'est juste une question de temps maintenant. Pendant ce temps, la famille Vasseur fait face à un déferlement médiatique. Les journalistes les sollicitent constamment. Ils veulent des interviews, des témoignages, des photos. La mère de Julien, Christine, refuse la plupart des demandes. Elle ne veut pas transformer la mort de son fils en spectacle, mais elle accepte finalement une grande interview dans un magazine national. Elle veut que les gens comprennent qui était vraiment Julien, pas juste une victime, mais un jeune homme brillant, passionné, plein de vie, quelqu'un qui avait des rêves, des projets, un avenir. Dans l'interview, Christine raconte les années d'attente, l'incertitude insupportable, ne pas savoir si son fils était mort ou vivant, espérer contre toute logique qu'il réapparaisse un jour. Elle parle aussi de sa colère quand elle a appris la vérité. Découvrir que l'enquête avait été sabotée dès le départ, que des hommes puissants avaient orchestré le meurtre de son fils pour protéger leurs intérêts financiers.
que pendant 20 ans, ces mêmes hommes ont continué leur vie normalement, prospérant, s'enrichissant, pendant que Julien pourrissait sous la glace. Cette injustice la consume. Mais Christine trouve aussi la force de parler de pardon. Pas pour les coupables, jamais, mais pour elle-même, pour pouvoir avancer, pour ne pas rester prisonnière de la haine. Elle dit qu'elle veut que cette affaire serve d'exemple, que plus jamais des élus ne puissent agir en toute impunité, que plus jamais la corruption ne soit tolérée, que plus jamais un jeune innocent ne soit sacrifié pour de l'argent. Son témoignage bouleverse la France entière. Des milliers de messages de soutien affluent, des associations contre la corruption la contactent. Elle devient malgré elle un symbole de résistance. De leur côté, les accusés tentent de négocier avec la justice. Lacaze, le tueur, propose de tout déballer en échange d'une peine réduite. Il affirme connaître d'autres crimes jamais élucidés, d'autres contrats qu'il a exécutés pour le même groupe. Les enquêteurs l'écoutent attentivement. Certaines de ces révélations ouvrent de nouvelles pistes. Des dossiers classés sont rouverts, des disparitions suspectes sont réexaminées. Lacaze devient une pièce maîtresse dans un puzzle beaucoup plus large. Un réseau criminel qui opérait depuis des décennies dans la région, protégé par des politiques corrompus. Darmon, le député, essaie une autre stratégie. Il tente de se présenter comme une victime, lui aussi. Il affirme qu'il était sous l'influence de Moncler à l'époque, que c'était le maire qui orchestrait tout, qu'il était jeune et naïf, qu'il a été manipulé. Personne ne le croit. Les preuves montrent clairement qu'il était un acteur majeur du système, qu'il a profité grassement de ses arrangements illégaux, qu'il a construit toute sa carrière politique sur cet argent sale. Son image publique s'effondre complètement. Même ses anciens soutiens l'abandonnent. Il est seul, isolé, détesté. Moncler, l'ancien maire, adopte une posture différente. Il assume partiellement sa responsabilité. Il reconnaît avoir participé à des pratiques douteuses. Il dit regretter profondément. Il présente des excuses publiques à la famille Vasseur, mais il maintient qu'il n'a pas ordonné le meurtre, qu'il n'était pas au courant de ce que Lacaze allait faire, qu'il pensait juste qu'on allait récupérer la cassette et faire peur à Julien. Son avocat plaide la complicité passive plutôt qu'active. Mais juridiquement, ça ne change pas grand-chose. Il reste complice d'assassinat. Et ça, c'est une peine lourde qui l'attend. Ferrand, l'entrepreneur, tente d'acheter son chemin hors du problème. Il propose de dédommager généreusement la famille Vasseur, de financer des bourses d'études en mémoire de Julien, de créer une fondation contre la corruption. Tout ce qu'il faut pour racheter son image. Mais la justice ne se négocie pas avec de l'argent. Pas cette fois. Pas dans cette affaire qui est devenue un symbole national. Les juges rejettent toutes ces propositions. Ferrand réalise qu'il va effectivement devoir répondre de ses actes, que son argent ne le sauvera pas cette fois. Il s'effondre psychologiquement. Il fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Les 3 autres accusés, moins médiatisés, tentent de passer entre les mailles du filet. Ils engagent des avocats brillants. Ils plaident qu'ils étaient de simples participants à la réunion, qu'ils n'ont rien vu, rien fait, rien su, qu'ils ne peuvent pas être tenus responsables des actions de Lacaze. Mais le roi a anticipé cette défense. Il a rassemblé des preuves montrant qu'ils ont tous participé activement à l'étouffement de l'enquête en 2001, qu'ils ont tous bénéficié financièrement du projet immobilier illégal, qu'ils sont tous complices, au même titre que les autres. Justice sera la même pour tous. Pendant toute cette période, le roi y reçoit des menaces, des appels anonymes la nuit, des lettres intimidantes, des voitures qui le suivent. Il sait que certaines personnes veulent faire échouer l'enquête, que des intérêts puissants sont menacés, mais il ne cède pas. Il renforce sa sécurité, il informe sa hiérarchie, il continue son travail méthodiquement. Il sait que cette affaire est la plus importante de sa carrière, celle qui définira son héritage. Il ne peut pas échouer. Il ne doit pas échouer. Trop de gens comptent sur lui. Trop de victimes attendent justice. 6 mois après les mises en examen, de nouveaux éléments apparaissent. Un ancien collaborateur de Ferrand contacte les enquêteurs. Il veut témoigner. Il a gardé pendant des années des documents compromettants, des preuves des transactions illégales, des contrats truqués, des virements bancaires suspects. Il les remet à le roi. C'est une mine d'or. Des centaines de pages qui détaillent précisément le système de corruption, les montants, les dates, les bénéficiaires. Tout est là, noir sur blanc. Impossible à nier.
Le dossier devient encore plus solide. Les avocats des accusés comprennent qu'ils ont perdu. L'instruction est finalement close après 10 mois de travail intensif. Le procès est programmé pour septembre. 6 mois plus tard, la cour d'assises de Grenoble sera le théâtre de ce qui promet d'être le procès du siècle pour la région. Les médias du monde entier demandent des accréditations. L'affaire Vasseur est devenue internationale, un symbole de la lutte contre la corruption politique, de la victoire de la vérité sur le mensonge, de la justice qui finit toujours par triompher. Même après 20 ans, même contre les plus puissants, la glace a fondu, et avec elle tous les secrets. Christine Vasseur prépare sa déposition. Elle veut parler au procès, regarder les accusés dans les yeux, leur dire ce qu'ils ont détruit, la vie qu'ils ont volée, les années de souffrance qu'ils ont causées. Elle veut que le monde entier sache qui était son fils, ce qu'il représentait, pourquoi sa mort n'était pas juste une statistique, pourquoi cette affaire ne doit jamais être oubliée. Elle sait que ce sera difficile, émotionnellement épuisant, mais elle est prête. Elle a attendu 20 ans. Elle peut attendre encore quelques mois. Justice s'approche enfin. Les anciens amis de Julien se mobilisent aussi. Ils créent un collectif. Ils organisent des événements en sa mémoire. Ils collectent des fonds pour soutenir la famille. Ils témoignent publiquement de qui était vraiment Julien. Un étudiant brillant, un passionné de nature, un ami fidèle, quelqu'un qui aurait fait de grandes choses s'il avait vécu. Leur douleur est immense, mais ils trouvent du sens dans cette mobilisation. Ils transforment leur chagrin en action, en mémoire vivante. Julien ne sera jamais oublié, pas par eux, pas par personne. Son histoire restera gravée dans l'histoire de la région. Leroy finalise les derniers détails de son dossier. Il vérifie chaque preuve une dernière fois. Il s'assure que tout est parfait, irréprochable. Il sait que les avocats de la défense vont attaquer sur tous les fronts. Il doit être prêt à tout. Il répète mentalement ses arguments. Il prépare ses témoins. Il coordonne avec les procureurs. Tout doit être millimétré. Cette affaire ne peut pas être perdue. Trop de choses sont en jeu. La crédibilité de la justice, la confiance des citoyens. La mémoire de Julien. Le roi ne dort presque plus, mais il est déterminé, absolument déterminé. Les semaines précédant le procès, la tension monte dans toute la région. Des débats enflammés ont lieu dans les médias. Certains défendent encore les accusés, parlent de chasse aux sorcières, d'acharnement judiciaire. Mais ils sont minoritaires. L'opinion publique est massivement du côté de Julien, du côté de la vérité, du côté de la justice. Des rassemblements spontanés se forment devant le palais de justice. Des banderoles proclament « Justice pour Julien ». Des bougies sont allumées. Des photos du jeune homme sont brandies. C'est devenu bien plus qu'une affaire judiciaire. C'est un mouvement social. Septembre arrive enfin. Le procès débute un lundi matin sous une pluie battante. Le palais de justice de Grenoble est encerclé par des centaines de personnes. Police, journalistes, militants, curieux. L'atmosphère est électrique. À l'intérieur, la salle d'audience est bondée. Chaque siège est occupé. Les accusés entrent un par un. La case d'abord, menottée, encadrée par des gendarmes, puis les autres, en costume, libres mais surveillés. Ils évitent tous les regards. Ils fixent le sol, sauf Darmon qui tente encore de paraître digne. Mais son visage trahit sa peur, sa culpabilité. Le président du tribunal ouvre la session. Il rappelle les faits. La disparition de Julien en 2001, la découverte du corps en 2021, les aveux de Lacaze, les charges contre chacun des accusés, meurtre pour Lacaze, complicité d'assassinat et corruption pour les 5 autres. Les peines encourues sont lourdes. Perpétuité pour Lacaze, 20 à 30 ans pour les autres. L'enjeu est énorme. Le silence dans la salle est absolu. On pourrait entendre une mouche voler. Chacun retient son souffle. L'histoire va enfin être racontée publiquement, dans ses moindres détails, sans filtre. Le procureur prend la parole. Il retrace méthodiquement toute l'affaire. Il projette la vidéo filmée par Julien, sur grand écran, devant toute l'assemblée. Les images sont saisissantes. On voit Julien vivant, souriant, commentant le paysage, puis la découverte du chalet. Les hommes en costume, la panique, la fuite, et puis plus rien. Le silence, la mort. Dans la salle, des sanglots éclatent. Christine Vasseur pleure silencieusement. Son mari la serre contre lui. Les accusés baissent tous la tête.
incapable de regarder l'écran, incapable d'affronter la vérité. Le procureur continue. Il détaille l'autopsie, le traumatisme crânien, la violence du coup porté. Il explique que Julien n'avait aucune chance de survie, qu'il est mort instantanément, ou presque. Il parle ensuite de l'étouffement de l'enquête, des pressions exercées sur le commandant Bressan, de sa promotion suspecte, de toutes les manœuvres pour faire disparaître la vérité. Il nomme les responsables, il montre les documents. Les preuves sont accablantes, irréfutables. La défense ne pourra rien contester. Tout est là, noir sur blanc, documenté, vérifié. Puis vient le tour des témoins. Le premier est Marc Durand, l'alpiniste qui a découvert le corps. Il raconte ce moment surréaliste, cette découverte qui a tout changé. Il décrit l'état de préservation parfait du corps, l'équipement intact, la caméra miraculeusement conservée. Il explique comment la fonte des glaces due au réchauffement climatique a permis cette découverte. Sans ça, Julien serait resté enfoui pour toujours. La vérité n'aurait jamais éclaté. Les coupables auraient échappé à la justice. C'est la nature elle-même qui a rendu justice, qui a refusé de garder ce secret plus longtemps. Le deuxième témoin est le médecin légiste. Il détaille les conclusions de l'autopsie. Il explique avec précision la nature des blessures. Il confirme que la mort ne peut en aucun cas être accidentelle, qu'il s'agit clairement d'un homicide volontaire. Il parle de la violence du coup, de l'intention de tuer évidente. Les accusés restent immobiles. Leurs avocats prennent des notes frénétiquement, cherchant désespérément une faille, une contradiction. Mais il n'y en a pas. Le dossier est parfait. Chaque élément se tient. Chaque preuve en confirme une autre. Le troisième témoin est Christine Vasseur. Elle s'avance lentement vers la barre. Elle est pâle, tremblante, mais déterminée. Elle regarde chacun des accusés dans les yeux, longuement. Puis elle commence à parler, d'une voix calme, posée. Elle raconte son fils, ses rêves, sa passion pour la montagne, pour la science, pour la vie. Elle décrit les années d'attente, l'incertitude insoutenable, ne jamais pouvoir faire son deuil, toujours espérer contre toute logique. Elle parle aussi de sa colère. Quand elle a appris la vérité, quand elle a compris que son fils avait été assassiné pour de l'argent, Christine dit que ce qui la révolte le plus, c'est que pendant 20 ans, ces hommes ont continué à vivre normalement. Ils ont profité de leurs crimes. Ils se sont enrichis. Ils ont eu des carrières brillantes. Pendant que Julien pourrissait sous la glace, pendant qu'elle pleurait son fils chaque jour, elle regarde Darmon directement. Elle lui demande comment il a pu dormir toutes ces années, comment il a pu se regarder dans un miroir. Darmon détourne les yeux, incapable de soutenir son regard, incapable de répondre. Le silence est assourdissant. Christine conclut en disant qu'elle ne pardonnera jamais, que ces hommes ont détruit sa vie, celle de sa famille, celle de Julien, mais qu'elle veut que justice soit rendue, pleinement, entièrement, pour que cette affaire serve d'exemple, pour que plus jamais la corruption ne soit tolérée, pour que plus jamais un jeune innocent ne soit sacrifié. Elle retourne s'asseoir. La salle est bouleversée. Certains jurés pleurent. Le président suspend l'audience quelques minutes. Tout le monde a besoin de respirer, de se ressaisir. L'émotion est trop forte, trop intense. Après la pause, c'est au tour de la défense. Les avocats de la case plaident la franchise. Leur client a tout avoué. Il a coopéré pleinement. Il mérite une certaine clémence. Il n'a fait qu'obéir aux ordres. Il était un simple exécutant. Le vrai coupable, c'est celui qui a donné l'ordre, pas celui qui l'a exécuté. L'avocat pointe Darmon du doigt. C'est lui le commanditaire, lui le vrai responsable. La case n'était qu'un outil, un instrument. Cette défense ne convainc personne. La case a tué de ses propres mains. Il a fait le choix de frapper. Il est pleinement responsable. Les avocats de Darmon, eux, tentent une défense différente. Ils nient toute intention de tuer. Darmon voulait juste récupérer la cassette, faire peur à Julien, pas l'assassiner. Il n'a jamais explicitement ordonné sa mort. C'est la case qui a décidé seule d'aller aussi loin. Darmon ne peut pas être tenu responsable des excès de zèle de son employé. Cette défense est pathétique. Les preuves montrent clairement que Darmon savait exactement ce qu'il faisait, qu'il voulait que Julien disparaisse. Définitivement. La cassette en témoigne, ses gestes, ses mots, tout est clair. Les avocats de Montclair plaident l'ignorance.
Leur client était à l'intérieur du chalet. Il n'a rien vu de ce qui se passait dehors. Il a appris le drame après coup. Il n'a pas pu empêcher quoi que ce soit. Il regrette profondément de ne pas avoir réagi plus fermement à l'époque. Mais il n'est pas un meurtrier, juste quelqu'un qui s'est tué, par lâcheté peut-être, par peur certainement, mais pas par volonté de tuer. Cette défense est légèrement plus crédible, mais insuffisante. Moncler a participé activement à l'étouffement de l'enquête. Il a bénéficié du crime. Il est complice. Les avocats de Ferrand essaient de minimiser son rôle. Il a juste fourni la sécurité pour la réunion. Il ne savait pas que Lacaze irait jusqu'au meurtre. Il pensait qu'il allait juste impressionner Julien, le faire partir. Rien de plus. Ferrand n'est pas un criminel. C'est un homme d'affaires qui a fait confiance à la mauvaise personne, qui s'est retrouvé malgré lui dans cette situation horrible, qui le regrette amèrement. Cette défense non plus ne tient pas. Ferrand a payé Lacaze spécifiquement pour gérer ce genre de problème. Il savait exactement ce qu'il achetait. Du silence. Définitif. Les trois autres accusés ont des défenses similaires. Ils minimisent, ils ninent, ils rejettent la faute sur les autres. Chacun essaie de se présenter comme moins coupable que les autres, comme une victime des circonstances, comme quelqu'un qui regrette sincèrement. Mais les preuves sont là, implacables. Ils étaient tous présents. Ils ont tous bénéficié du crime. Ils ont tous participé à l'étouffement. Ils sont tous coupables. À des degrés divers peut-être, mais tous coupables. La justice doit les traiter en conséquence, sans faiblesse, sans complaisance. Le procès dure 3 semaines. 3 semaines de témoignages, de plaidoiries, d'expertise, de débats juridiques. L'attention médiatique ne faiblit pas. Chaque jour, les journaux racontent les développements, analysent les stratégies, commentent les réactions. L'opinion publique reste massivement favorable à la famille Vasseur. Les réseaux sociaux suivent le procès en direct. Des hashtags deviennent viraux. L'affaire dépasse largement les frontières de la France. Elle devient un symbole mondial. De la corruption, de l'injustice, mais aussi de la résilience, de la vérité qui finit par triompher. Enfin arrive le moment des plaidoiries finales. Le procureur résume l'affaire. Il rappelle les faits, les preuves, les aveux. Il demande la perpétuité pour Lacaze, 30 ans pour Darmon, 25 pour Moncler et Ferrand, 20 pour les 3 autres. Des peines lourdes, mais justifiées, proportionnées à la gravité des crimes, à la souffrance causée, au temps perdu, à la vie volée. Il conclut en disant que ce verdict enverra un message clair. La corruption ne paie pas. La justice finit toujours par gagner, même après 20 ans, même contre les plus puissants. Les avocats de la défense plaident une dernière fois. Ils demandent la clémence. Ils rappellent que leurs clients ont déjà perdu beaucoup. Leur carrière, leur réputation, leur famille. Ils ont été jugés par l'opinion publique avant même d'être jugés par la justice. Ils ont suffisamment souffert. Des peines plus légères seraient suffisantes, permettraient une réinsertion, une rédemption. Leurs arguments sonnent creux face à l'ampleur du crime, face à la douleur de la famille Vasseur, face aux 20 ans perdus. La clémence semble déplacée, inadaptée, injuste même. Le jury se retire pour délibérer. Pendant 2 jours, ils examinent chaque élément du dossier. Ils débattent, ils pèsent les arguments. Ils cherchent la vérité, la justice, l'équilibre. Pendant ce temps, la France retient son souffle. Tout le monde attend le verdict. Dans les cafés, dans les bureaux, dans les maisons. On ne parle que de ça, de cette affaire qui a bouleversé le pays, qui a révélé l'étendue de la corruption, qui a montré que personne n'est au-dessus des lois, que la vérité finit toujours par éclater. Le verdict tombe un vendredi après-midi. La salle est encore plus bondée que le premier jour. Christine Vasseur est au premier rang, entourée de sa famille, de ses amis, du collectif de soutien. Les accusés entrent. Ils sont pâles, tendus. Ils savent que leur sort se joue maintenant. Le président du tribunal demande le silence. Il commence à lire. Lacaze est reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Condamné à la perpétuité avec 22 ans de sûreté, il ne sortira jamais de prison. Justice est rendue. Darmon est reconnu coupable de complicité d'assassinat et corruption aggravée. Condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Sa carrière politique est définitivement terminée. Son nom restera à jamais associé à ce crime. Moncler et Ferrand sont tous deux condamnés à 25 ans. Les 3 autres accusés reçoivent des peines entre 15 et 20 ans.
Tous sont également condamnés à verser des dommages et intérêts considérables à la famille Vasseur, des millions d'euros qui ne compenseront jamais la perte, mais qui reconnaissent officiellement le préjudice subi. Christine Vasseur écoute le verdict les yeux fermés. Quand le président termine, elle respire profondément. Pour la première fois depuis 20 ans, elle sent un poids s'enlever de ses épaules. Ce n'est pas du bonheur. Son fils ne reviendra jamais. Mais c'est du soulagement, de la reconnaissance. La justice a été rendue. Les coupables vont payer. L'histoire de Julien n'aura pas été effacée. Il ne sera pas mort pour rien. Son sacrifice involontaire aura exposé un système corrompu, changé des choses, sauvé peut-être d'autres vies futures.